Alors, chers étudiants, bonjour et bon après-midi à vous. Toujours dans le cadre de notre enseignement portant sur le droit, du travail et de la sécurité sociale. La fois passée, nous avons pu aborder et terminer le chapitre portant sur les incidences à l'exécution du contrat de travail dont nous avons parachevé, en passant par la suspension du contrat de travail, qui est l'arrêt momentané des obligations professionnelles. Et nous avons vu également les causes de la suspension du contrat de travail. Nous avons parlé du départ sous drapeau de l'employeur et de l'employé, de la maladie du travail, du congé de maternité, de la mise sur pied disciplinaire, de l'accident du travail, de l'accident et la maladie professionnelle, l'exercice des fonctions politiques et administratives. On va parler de la garde à vue. On va parler de la grève ou le lockout. Nous avons également parlé de cas de restitution, etc. Le chômage technique. Après, nous avons vu les effets de la suspension du contrat de travail. Alors, les effets, c'est quoi? Lorsque le contrat est suspendu, c'est vrai que le contrat est là, le contrat est là, mais les parties ne peuvent pas exécuter leurs obligations. Alors, l'effet, c'est que le contrat est statique, il ne peut pas plus évoluer. Après, ensuite, nous avons vu dans la section de la modification du contrat de travail. Alors, il existe deux hypothèses dans la modification du contrat de travail. Nous avons le changement de l'employeur et la révision du contrat de travail. Alors, la modification par le changement d'employeur, alors le Code de travail milite pour le principe du maintien des contrats de travail en cas de changement d'employeur à la suite d'une succession, d'une vente, d'une fusion, d'une transformation ou d'une mise en société. Alors, tous les contrats de travail en service dans l'entreprise doivent être conservés par le nouvel employeur. Alors, cette dérogation en principe de l'effet relatif des contrats et du caractère intitulé personnel du contrat de travail, parce que le contrat de travail est intitulé personnel, ça veut dire aux considérations de la personne du parti. Alors, intitulé personnel du contrat de travail vise à protéger les travailleurs contre les licenciements. Ainsi, le nouvel employeur a l'obligation de conserver le personnel en activité dans l'entreprise. Toutefois, le principe du maintien des contrats de travail en cours admet des dérogations dans les hypothèses suivantes. Alors, en cas de changement d'activité de l'entreprise, le nouvel employeur, ça veut dire qu'en principe, c'est d'abord le principe du maintien des contrats. Le nouvel employeur qui arrive, il doit conserver les contrats des travailleurs en activité dans l'entreprise. Mais ce principe, comme on dit en droit, chaque principe a une exception. L'exception est quoi? Est que dès lors que ce changement, le changement de l'employeur, et que le nouvel employeur change d'activité, si la société était une société de production, la transformation de la tomate en fruits, en tomate de la tomate en fruits, en tomate en boîte, ou la pâte, alors le nouvel employeur arrive, il veut faire la transformation de l'huile de palme. Alors, il a le droit, il peut licencier les travailleurs qui ne correspondent pas qui n'ont pas les capacités ou les aptitudes qui correspondent à la nouvelle activité. Alors, deuxième hypothèse, c'est que les travailleurs qui ne veulent pas, ceux qui ne veulent pas, qui veulent que non, moi je ne peux pas travailler dans cette entreprise. Alors, ils peuvent demander le licenciement. Voici les deux hypothèses. Alors, la modification par révision du contrat de travail. Alors, le contrat de travail n'est pas figé. En effet, la loi autorise les partis sociaux à réviser les conditions de travail dans l'intérêt de l'entreprise ou dans l'intérêt du travailleur. Le travailleur qui se sent, qui voit qu'il travaille assez dur, qui voit que ses conditions de travail ne le permettent pas d'aller plus loin ou ne sont pas favorables à sa condition sociale, alors il peut demander la modification du contrat de travail.
surtout pour des raisons économiques ou des raisons financières. Il peut demander. Mais si cette demande-là ne doit pas faire l'objet d'un licenciement, l'employeur n'a pas le droit d'accepter ou de refuser. Alors, si l'employeur refuse, alors le contrat continue. S'il accepte, il va modifier le contrat de travail. Mais non, le travailleur a aussi l'obligation, le droit, ou au cas où l'employeur refuse, il a le droit de demander le licenciement. Voici ainsi le chapitre sur les incidents. Alors, le chapitre portant sur la rupture du contrat de travail. Alors, la rupture, c'est quoi? C'est lorsque c'est la fin du contrat. C'est lorsque le terme arrive, les termes prévus par le contrat arrivent en fin. Alors, cela consiste deux types de contrats. Alors, le contrat à durée déterminée, les termes sont fixés à la base par les parties. Alors, si les parties peuvent décider de travailler, parce que ça commence à partir de 3 mois, les parties peuvent décider de travailler pendant 2 ans ou pendant 1 année, mais renouvelable une seule fois. Dès lors que les 1 année sont expirées, ils peuvent renouveler. Dès lors que ça fait 2 ans, au bout de 2 ans, le contrat qu'on fait. Alors, ici, le cas de la rupture, c'est la fin normale ou anormale. La fin normale, c'est lorsque le contrat arrive à terme. La fin anormale, c'est lorsque soit on peut passer par le licenciement, soit on peut passer par la démission, c'est la fin anormale. Alors, concernant les contrats à durée indéterminée où les termes ne sont pas fixés à la base par les parties, pas fixés à la base par les parties, la fin des obligations professionnelles est de plus en plus, elles ne sont pas prévisibles. Alors, de l'autre côté, avec le contrat à durée déterminée, la fin est prévisible, est prévue. Alors que dans le contrat de durée déterminée, la fin n'est pas prévisible. En effet, le contrat de travail à durée déterminée cesse de produire ses effets à l'échéance préalablement fixée par les parties, sans que le travailleur puisse prétendre à une quelconque indemnité. À côté de cette hypothèse normale de rupture, comme je vous l'ai dit, de cessation du contrat de travail à durée déterminée, le législateur congolais prévoit que cette forme de contrat, qui est le contrat de durée indéterminée, peut cesser à tout moment. Voici c'est dans ce type de contrat que le droit de résiliation unilatérale est reconnu par partie. Chaque partie peut décider unilatéralement, par sa guise, de son propre gré de rompre avec ce type de contrat. Alors, à côté de cette hypothèse normale de rupture de cessation du contrat à durée déterminée, le législateur congolais prévoit que cette forme de contrat peut cesser en cas de faute lourde du travailleur, de force majeure ou par accord entre les parties. En cas de faute, c'est quoi? Nous avons 3 types de fautes en matière de contrat de travail. La première faute, c'est la faute simple ou la faute légère. Cette faute-là, dès lors qu'elle est commise, dès lors qu'elle est consommée, le travail peut faire l'objet d'avertissement. Après la faute simple, nous avons la faute grave. C'est cette faute-là qui rend intolérable la poursuite de la relation professionnelle entre les deux parties. Maintenant, dès lors que cette faute-là est consommée, le travailleur ou l'employé a droit au droit de préavis, a droit à un délai de préavis et a droit aux indemnités attachées au licenciement. Maintenant, après la faute grave, nous avons la faute lourde. Elle est extrêmement grave. Elle rend intolérable la poursuite des relations contractuelles. Alors, dès lors que cette faute est consommée, l'employé ne bénéficie pas au droit de préavis. Il ne bénéficie pas aux indemnités attachées au licenciement. Dès lors qu'elle est constatée, cette faute-là, automatiquement, le licenciement s'ensuit. C'est la cause légitime du licenciement automatique. On ne regarde plus si l'employeur a fait tant d'années dans l'entreprise. Alors que la faute grave, on doit regarder si l'employé a fait plus de 2 ans ou plus de 2 ans dans l'entreprise, dans 2 ans d'ancienneté. Alors on regarde si on va lui donner les droits à l'attachement au licenciement. Il va bénéficier d'un délai de préavis. Et ce délai lui permettrait de trouver et de chercher un autre emploi. Il a droit à une journée par semaine pour aller chercher de l'emploi. Et il doit aussi également
former la personne qu'on a mis et la personne qui a habilité à le remplacer. Alors. Comme je le disais, à côté de cette hypothèse normale, de rupture ou de cessation du contrat à durée indéterminée, le législateur congolais prévoit que cette forme de contrat peut cesser à tout moment, peut cesser en cas de faute. J'ai expliqué la faute lourde du travailleur. La force majeure, c'est un cas qui ne dépend pas de la volonté des deux parties. Ça peut être le décès, ça peut être la maladie. Donc, on ne prévoit pas, c'est un cas qu'on ne peut pas prévoir, sauf qu'aucune partie ne peut pas prévoir. Après le cas de force majeure, nous avons par l'accord entre les parties. Voilà pourquoi on a dit tout à l'heure, que le contrat à durée indéterminée, c'est dans ce contrat-là que le droit de résiliation unilatérale est reconnu aux parties. Chaque partie peut renoncer à ce contrat. Contrairement au contrat à durée déterminée, la fin du contrat à durée indéterminée est moins prévisible. Contrairement au contrat à durée déterminée, la fin du contrat à durée indéterminée est moins prévisible. On ne sait pas si, on ne prévoit pas cette fin est moins prévisible. Cette forme de contrat est gouvernée par le principe de résiliation unilatérale. Le travailleur est libre de démissionner, tout comme l'employeur peut le licencier à tout moment. Il convient de présenter respectivement le régime juridique de la démission et du licenciement. Première section, nous parlons de la démission. Alors, la démission, c'est quoi? C'est la rupture du contrat de travail par l'initiative du travailleur. Ici, ça concerne le travailleur. Ici, c'est quoi? C'est la rupture du contrat à l'initiative du travailleur. Voilà pourquoi on a dit le contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée, ici, ça concerne le contrat à durée indéterminée uniquement, pas le contrat à durée déterminée. Le contrat à durée déterminée, la fin est déjà prévisible. On sait qu'on travaille pour tant d'années. Alors ici, le contrat à durée déterminée, la fin n'est pas, à durée déterminée plutôt, la fin n'est pas prévue. La fin n'est pas prévue. Mais ce type de contrat peut cesser à tout le monde. Voilà pourquoi on parle de la démission, on parle du licenciement. Concernant la démission concerne qui? Ça concerne l'employeur, le travailleur. C'est lui qui veut démissionner. Mais il doit respecter un certain nombre de conditions. Nous allons le voir tout à l'heure. La démission, c'est quoi? C'est la rupture du contrat de travail à l'initiative du travailleur. Il décide volontiers de rompre ce contrat. Alors, pour produire les effets escomptés, elle doit remplir les conditions suivantes. Nous avons les conditions de la démission. Alors, les conditions de la démission. Comme il a été précédemment mentionné, le travailleur engagé sous un contrat à durée indéterminée peut démissionner à sa guise. Cependant, la validité de la démission est subordonnée plutôt à l'accomplissement de certaines formalités. En effet, le travailleur qui envisage démissionner doit notifier son projet de démission par écrit à l'employeur en indication des motifs. Première condition ici, on parle de la notification. Par écrit à l'employeur. Donc vous devez aviser votre projet de démission à l'employeur. Première condition. Je l'ai facile.
Première condition. Et il faut également la précision, préciser le motif de la démission. Le motif de la démission. Il faut respecter. Voilà, le respect du délai de préavis. Voilà les conditions qui valident la démission, le projet de démission. Voici les conditions qui valident. Si ces conditions ne sont pas respectées, votre projet ne sera pas valide. L'employeur ne va pas accepter ce projet. Alors, comme il a été précédemment mentionné, le travailleur engagé sous un contrat à durée indéterminée peut démissionner à sa guise. Cependant, la validité de la démission est subordonnée à l'accomplissement de certaines formalités. En effet, le travailleur qui envisage de démissionner, doit notifier son projet de démission par écrit à l'employeur avec indication des motifs. En plus, il est tenu de respecter le délai de préavis. Alors, ce délai-là permet d'éviter les inconvénients d'une résiliation soudaine du contrat de travail. Il est donc public. Par conséquent, les parties ne sauraient conventionnellement y déroger. Donc, ce délai-là est d'ordre public. En tout cas, il est d'ordre public. Les parties ne peuvent pas outrepasser, ne peuvent pas marcher, ne peuvent pas modifier ce délai-là. C'est la loi qui prévoit. La loi publique, c'est la loi, ça relève de la loi. La loi a prévu ce délai. Alors, la durée de préavis varie en fonction des catégories professionnelles et de l'ancienneté du travail au sein de l'entreprise. Ce délai-là varie en fonction de la catégorie et de l'ancienneté de l'entreprise. Pendant la durée de préavis, les deux parties sont tenues au respect de leurs obligations professionnelles. C'est vrai, le délai, vous avez en vous donner 3 mois ou 2 mois, le temps de vous chercher un emploi. Alors, ça ne veut pas dire que si vous avez reçu ce délai-là, ça ne veut pas dire que vous ne devez plus travailler dans l'entreprise. Non, c'est archi faux. Vous allez continuer à accomplir vos prestations comme si rien n'était. Votre employeur va continuer à vous payer, vous allez continuer à travailler dans l'entreprise, mais vous avez droit à une journée par semaine pour aller vous chercher un autre emploi. Maintenant, vous devez également aussi former, vous avez l'obligation de former la personne habilitée à vous remplacer. Pendant la durée de préavis, les deux parties sont tenues au respect de leurs obligations professionnelles. Cependant, en vue de la recherche d'un nouvel emploi, le travailleur bénéficie d'un jour de liberté par semaine pendant la durée de préavis. Il est également tenu de contribuer à la formation de la personne pressentie pour le remplacement à son poste. Le travailleur qui ne respecte pas le délai de préavis peut être condamné à payer à l'employeur des indemnités compensatrices. Alors, si vous ne respectez pas ce délai de préavis-là, alors vous serez obligé, vous serez contraint à payer des dommages et intérêts à votre employeur parce que le fait de partir, de ne pas respecter ce délai-là, peut forcément causer des dommages liés à la production ou la productivité de l'entreprise. Alors vous serez contraint à payer des indemnités compensatrices à ce dommage. Après, on parlera des effets. Les effets. Les effets de la démission.
Les effets de la démission. Les effets de la démission. Alors, la démission met un terme définitif au contrat de travail. Effet principal, c'est la fin définitive. La fin définitive du contrat de travail. La fin définitive du contrat de travail. Le contrat de travail a toujours été terminé parce qu'il faut le pousser. Lorsque les conditions légales ont été respectées, elles ne donnent droit à aucune indemnité payée par le travailleur. Lorsque le travailleur a respecté les conditions prévues par la loi, les conditions relatives au délai de préavis, les conditions relatives à la notification et à la précision des motifs, alors il ne doit pas payer il doit payer aucune indemnité à l'employeur. De même, il ne peut prétendre à rien. Vous avez demandé la démission, on ne doit pas vous payer pour cela. C'est vous-même, c'est à votre guise. Vous ne devez prétendre à rien. Car le contrat a cessé de produire ses effets sous son initiative. Toutefois, lorsque la démission a été provoquée par des attitudes de l'employeur rendant difficile la poursuite des relations, le travail, la jurisprudence considère qu'il y a licenciement déguisé. Alors, lorsque votre employeur commence à mal se comporter envers vous, commence à vous traiter avec dédain, commence à vous traiter comme un animal, commence à vous insulter, à ne plus payer, à ne plus vous payer à la fin du mois, alors la jurisprudence considère cela comme un licenciement déguisé. Il est ici en cas d'humiliation permanente du travailleur plutôt, en posant de ses collègues, le refus de payer les heures supplémentaires. La responsabilité de la rupture est imputable à l'employeur et ce dernier doit payer tous les droits attachés au licenciement. Alors, dès qu'il commence à mal se comporter, à vous humilier devant vos camarades, devant vos collègues, à ne plus payer vos heures supplémentaires, à vous traiter avec dédain, à vous traiter comme un animal, alors cela, la jurisprudence considère cela comme un licenciement camouflé. Alors, la responsabilité de la rupture est imputable à lui. C'est lui qui doit vous payer les droits rattachés au licenciement. Parce que c'est un licenciement déguisé. Alors, après cela, nous parlons de section 2 qui porte sur le licenciement. Le licenciement. Paragraphe 1. Les catégories. Les catégories de licenciement. Alors, le licenciement, nous parlons du licenciement. Le licenciement, ce qui concerne l'employeur, c'est lui qui décide de vous mettre out. Alors, les catégories de licenciement, nous avons le licenciement légitime. Le licenciement est qualifié de légitime lorsqu'il est porté sur un motif valable. Il peut s'agir de la faute du travailleur ou de l'insuffisance professionnelle de ce dernier. La faute est définie comme, voilà, ici, la faute est définie comme tout comportement susceptible de troubler la bonne marche de l'entreprise. C'est tout comportement, toute attitude tout comportement qui peut troubler le bon fonctionnement de l'entreprise. Alors,
Il en existe 3 catégories. Nous avons la faute légère, la faute ou simple, la faute grave ou la faute lourde. Seuls les graves et lourdes sont susceptibles de justifier le licenciement du travailleur. La faute grave est celle qui, selon les usages, rend intolérable le maintien des relations de travail et justifie le licenciement. Le travailleur bénéficie de son délai de préavis et des indemnités attachées au licenciement s'il réunit au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. La faute lourde, quant à elle, est une faute extrêmement grave qui, d'après les usages, rend intolérable le maintien de la relation professionnelle et justifie le départ immédiat du travailleur dans l'entreprise, sans délai de préavis ni indemnité attachée au licenciement. Dans la plupart des cas, il s'agit des fautes intentionnelles. Exemple, voie de fait sur l'employeur, conduite en état d'ivresse, vol ou détournement des fonds de l'entreprise. L'insuffisance professionnelle alors est l'incompétence du travailleur dans l'exercice de ses fonctions. Vous n'avez pas les aptitudes qu'il fallait à la place où vous travaillez. Cela justifie le licenciement sans préavis. Non, sans priver le travailleur du préavis. Cela justifie le licenciement sans priver le travailleur du délai de préavis et de l'indemnité attachée au licenciement. Vous êtes incompétent, oui, c'est vrai, on reconnaît, mais on doit vous donner un délai de préavis, le temps pour vous de vous chercher un autre emploi. Et également, votre employeur doit vous donner les indemnités rattachées au licenciement. En plus de ces causes de licenciement légitimes ci-dessus, il convient d'évoquer la perte de confiance, cause de licenciement qui doit toutefois être contrôlée par la jurisprudence. Nous avons le licenciement régulier. Le licenciement est qualifié d'irrégulier lorsqu'il intervient en violation des règles de procédure prévues par la loi, les conventions collectives ou les contrats individuels de travail. Alors, le licenciement est constitué d'irrégulier lorsqu'il ne respecte pas la procédure de licenciement prévue par la loi, ou les conventions collectives, ou le contrat de travail. Le licenciement abusif, il s'agit de tout licenciement fondé sur un motif fallacieux erroné, contradictoire et illégal, inconsistant ou insusceptible d'être prouvé, un motif flou. Exemple, le licenciement d'une femme pour fait de grossesse ou d'un travailleur pour son engagement syndical. Le licenciement pour motif économique. Alors, le licenciement est effectué par l'employeur pour plusieurs raisons, pour plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur. Il peut être motivé par des raisons conjoncturelles, difficultés économiques et financières, ou structurelles, réorganisation de l'entreprise. Paragraphe 2, les droits des travailleurs licenciés. On distingue les droits communs à toutes les catégories de licenciement. Des droits spécifiques à chaque forme de licenciement. Alors, les droits communs à chaque forme de licenciement. Tous les travailleurs licenciés ont droit à leur certificat de travail et à un reçu pour le solde de tout compte. Alors, dès lors que le licenciement est constaté et vous avez retrouvé de l'objet de licenciement, votre employeur doit vous donner un certificat de travail. Ce certificat-là, il ne doit pas mentionner la faute de votre licenciement là-dedans. Et il doit mentionner la nature et la date d'entrée et de sortie de l'entreprise, la nature des postes successivement que vous avez occupés. Il doit vous donner le solde de votre compte. Cela vous permettra de vérifier si vos droits ont été bien calculés. Les droits spécifiques à chaque forme de licenciement. Pour le licencié, il s'agit des droits pécuniaires. Licenciement légitime, droit aux indemnités de préavis si l'employeur n'a pas accordé de préavis au travailleur. Indemnité attachée au licenciement, indemnité au congé, et ainsi de suite. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce chapitre.
D'ici là, portez-vous bien et prochainement, nous allons voir le chapitre portant sur les conflits individuels de travail. Alors, bon après-midi à vous et bonne suite à la journée à vous. Merci.